Allez, bouge ton gros cul de négresse. Il y avait toujours un petit moment d'adaptation pour les gens avec qui et pour qui je travaillais, pour se dire « Ah oui, elle est capable », en fait. Oui, ah oui, c'est pas une noire comme les autres. À ce moment-là, ça devenait toxique. Et du coup, des crises de larmes pour pas grand-chose. Donc oui, de la dépression, de l'anxiété et un sommeil de très mauvaise qualité. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je m'appelle Soraya. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Ange, 46 ans et en Belgique depuis une quarantaine d'années. Ange est d'origine rwandaise. Elle parle du racisme et de ses effets sur la santé. Sous quelle forme il se manifeste et ce que cela peut entraîner comme dégâts. Ou comme frein aussi dans la vie. Dans la deuxième partie de ce podcast, elle raconte ce qu'elle a mis en place pour se préserver de ces violences quotidiennes, pour ne plus les subir. Son histoire pourra peut-être vous inspirer. Je pense que je peux dire que le racisme a une place, a trop de place déjà dans ma vie, mais oui, il est là de façon insidieuse. Dès que je dois interagir avec l'extérieur, il y a toujours un petit peu cette idée de montrer, prouver, justifier que je suis quelqu'un de correct, que je ne suis pas là pour créer un problème, que je ne suis pas en demande de quelque chose, que je suis capable d'être à l'heure, que je suis capable de parler correctement, de comprendre ce qu'on me dit rapidement, d'avoir le bon accent, le bon débit, le bon flux. Ça, c'est quotidien, c'est tout le temps. Et je m'en rends plus compte maintenant, avec l'âge, que je ne m'en rendais compte adolescente, par exemple. C'est quelque chose que je voyais pas. Je m'étais tellement habituée à ça que ça faisait partie intégrante de qui j'étais. Et j'avais toujours ce genre de remarques depuis l'école. Ah oui, Ange, elle parle bien. Ange, elle se tient bien. Ange... Et je prenais presque ça pour des compliments. Donc c'est avec l'âge que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était bizarre, étrange, parce qu'on ne disait pas ça de mes autres copines belgo-belges, quoi. Donc je sortais du lot parce que j'étais une noire qui était intégrée. À un moment, je n'ai plus pu le supporter. L'humain est bizarrement construit parce que donc je suis dans un déni de tout et à un moment ça bascule et j'entre dans l'agacement et ça devenait insupportable. Donc c'était en 2006. Je travaillais dans un bureau de courtage belge et j'ai commencé à ressentir très très fort ce besoin, cette nécessité de justifier qui je suis, comment je suis et qu'il y avait toujours un petit moment d'adaptation pour les gens avec qui et pour qui je travaillais, pour se dire « Ah oui, elle est capable, en fait. Oui, ah oui, c'est pas une noire comme les autres. » Et là, ça a commencé à devenir... Je suffoquais, mais vraiment, je crois que le basculement s'est fait sur quelques jours. Et vous étiez énervée ? Énervée. Et c'est pas du tout mon tempérament de base. Et j'ai commencé à être... beaucoup plus réactive et j'ai pris la décision de partir à ce moment-là. C'est la période où on est retourné au Rwanda. Donc, ça a été assez violent, je dois le dire. Et je dis toujours que je suis partie à ce moment-là presque en courant, comme si quelqu'un allait me rattraper, parce que j'avais un besoin de m'éloigner de ça. Et donc, oui, ça a été radical, quoi. Alors, il y a effectivement une forme de tension constante qui entre dans le corps, et ce qui fait qu'on ne dort pas bien. On est anxieux, mais de façon... oui, c'est une anxiété à trop forte dose, et du coup, on réagit au quart de tour, de la dépression, parce qu'en fait, on se rend compte que, quoi qu'on dise, on ne peut pas changer l'esprit de la personne qui est en face, que quand j'arrive au bureau et que
je reviens de vacances, voilà, et qu'on me demande « Ah, tu as fait quoi ?» et que je réponds je suis allée au Rwanda pendant 2 semaines. « Ah, et ça va là-bas ?» Et tout de suite une idée comme ça que tout ce qui n'est pas ici, en fait, est zone de guerre, zone sinistrée. Enfin, moi, ça peut sembler insignifiant, mais c'est quelque chose qui me mettait, et peut-être de temps en temps me met encore hors de moi. Mais je veux dire, j'en pleurais presque d'énervement, parce que je me dis, mais c'est pas vrai, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Mais moi, à ce moment-là, ça devenait toxique. Et du coup, des crises de larmes pour pas grand-chose. Donc oui, de la dépression, de l'anxiété et un sommeil de très mauvaise qualité. Et en fait, au final, un travail de mauvaise qualité. Donc, je veux dire, ça peut aller jusqu'à perdre son emploi. Parce que si moi, j'avais pas fait la démarche de démissionner, d'avoir les remerciements du jury, etc., bonne continuation, ça allait pas bien finir. Ça, j'en ai la conviction. Alors que je suis fondamentalement pas quelqu'un de conflictuel, mais je l'étais devenue. Dans le fait de devoir se justifier sur tout ce qu'on accomplit, je suis noire, mais je peux être une employée modèle. Je suis noire, mais je peux être ponctuelle. Et en fait, s'il y a un accroc dans le cheminement, eh ben, tout de suite, on finit par donner raison aux autres. Et se dire, ouais, mais bon, et en fait, je suis juste pas capable de le faire. Je peux pas tenir un truc sur le long terme. Donc, on se sent... En fait, finalement, le regard de l'autre nous impacte tellement qu'on finit par se sentir nul, en fait. Et j'ai beaucoup d'amis et de familles qui ont dit « Ah, c'est comme ça. Ok, j'entre dans le schéma, en fait. Il n'y a pas de souci. Je suis un nul, je ne vais rien faire, je vais arrêter mes études. Et donc, finalement, on se voit avec le regard de l'autre et on ne s'estime plus et on ne fournit plus d'efforts. Et beaucoup de gens sont passés à côté de carrières épanouissantes parce qu'ils se sont dit « Oh, ça sert à rien, en fait. » De toute façon, on m'a catégorisé et je peux pas changer ça. Donc, j'arrête et je me bats plus, en fait. Donc oui, l'estime de soi chute dramatiquement parce que trop de regards extérieurs, finalement, qui vont dans un même sens, mais ça vous influence. Je crois que c'est très difficile de pas laisser ça nous changer intérieurement. Ouais. J'ai eu à rencontrer justement un problème qui n'a peut-être pas été voulu, mais quelque chose qui m'a en tout cas moins blessée. J'ai eu un entretien avec une personne et qui m'a tenu des propos extrêmement blessants à mon sens. Et pour être honnête, sur le moment, je n'ai pas su répondre. Donc je suis restée sans voix. Je savais même pas que c'était possible, en fait, honnêtement. Et quand j'y réfléchis avec le recul, je ne comprends toujours pas, mais bon, voilà. La remarque a été faite avec tellement comment dire, tellement spontanément, sur le ton de l'humour, je vais dire. Mais c'était une remarque rabaissante, humiliante et, selon moi, très raciste. C'était quoi ? Vous vous souvenez ? Oui, donc j'étais dans le chemin et c'était allez, bouge ton gros cul de négresse. Bon, ça m'a tellement choquée que je n'ai rien dit. Je suis restée dans cette pièce, la personne a eu un petit rire et est sortie de la pièce. Je suis restée là et je me suis dit est-ce qui vient de se passer est normal. Et là, directement, l'humain, hein, j'ai mis en place quelque chose pour survivre à ça, parce que sur le moment, j'étais enfin, je sais pas, ça m'a anéantie. Et je suis sortie de cette pièce, je n'ai rien dit. J'ai passé des semaines en train d'avoir la nausée et l'estomac à l'envers à chaque fois que je voyais la personne à qui je n'ai rien dit. Ça a duré presque 2 ans. Et un beau jour, je suis assise en train de prendre un café avec une amie et on cause, on échange. Et je sais pas, à un moment, je parle de ça. Mais en me disant,
j'attendais un peu sa validation de me dire c'était pas très grave. Je crois que j'avais 2 ans après besoin que quelqu'un me dise, et c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé à ma famille, à mes amis, enfin je n'en ai pas parlé parce que j'avais presque honte. Et donc j'ai ressenti un peu ce que les femmes victimes d'agressions en tout genre peuvent ressentir, et de se dire oui, mais est-ce que c'est pas moi qui ai laissé faire ça? Parce que on ne s'explique pas on ne sait plus si c'est l'autre qui est fautif ou si c'est nous. Enfin, je sais pas, il y a une confusion qui s'installe. Je lui parle de ça, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Quelqu'un t'a dit un truc pareil? Je dis, ouais. Et là, je me dis, oh mince, pourquoi j'en ai parlé? Elle me dit, mais je sais pas quoi, mais tu dois faire quelque chose. Je dis, oh, mais ça fait 2 ans, c'est pas possible. Elle me dit, Ange, si tu ne fais pas quelque chose, ça va te poursuivre. Parce que j'étais évidemment effondrée, en larmes, etc. Elle me dit, tu as un traumatisme et tu dois faire quelque chose, parce que sinon tu vas pas guérir. Bon, là je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, bon, en parler à ma hiérarchie, je voyais pas ce que ça allait changer. En plus, 2 ans après, enfin, c'était vraiment fou. Et c'est là où j'ai eu l'idée, je me suis dit, ce que je peux essayer de faire, c'est de mettre sur pied des ateliers, de parler avec ma hiérarchie, mais pas de façon ciblée par rapport à cet incident-là, mais de créer une dynamique où on allait, entre guillemets, forcer mes collègues et mes collaborateurs à entendre qu'il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Il faut apprendre quelque chose pour le comprendre. Quelqu'un d'extérieur pourrait mieux que moi parler de ça et amener le sujet, même si ça reste sensible, mais en tout cas que ce soit adressé à tout le monde. Et alors pour le coup, autant aux personnes que je ciblais intérieurement qu'aux étrangers en fait, parce que je crois qu'on a aussi nous quelque chose à apprendre dans la manière de réagir, la manière de recevoir ça, de pouvoir répondre. Donc je sentais que j'avais besoin d'aide moi dans cette démarche-là, et je me suis dit peut-être que d'autres ont rencontré ce genre de choses et n'ont pas su comment en parler. Voilà, je pensais être quelqu'un qui parle facilement et je me suis retrouvée muette comme une carpe. Donc je me suis dit, ok, ça pourrait aider. J'en ai parlé à ma hiérarchie et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été entendue et ma directrice m'a dit directement, j'espère que ce n'est pas lié à un incident. À ce moment-là, j'ai dit non. Parce que j'étais pas prête à en parler et je trouvais ça trop compliqué. Donc j'ai dit non, mais c'était la période où il y avait eu les manifestations de Black Lives Matter, etc. Donc je me suis dit, l'environnement actuel le permettait sans que ça ne pose 1 million de questions. C'était dans l'air du temps, c'était voilà. Donc je me suis dit, on va surfer sur la vague et elle m'a dit, cherche des ASBL, on va faire des comparatifs, etc. Et on a mis ça sur pied. On a eu ces ateliers. Le premier atelier est celui, parce qu'on était divisés en groupes, mais le premier atelier est celui dans lequel moi j'ai participé. Et cet atelier a eu pour effet que j'ai complètement craqué et que finalement j'ai dû exprimer les choses en aparté avec ma directrice et parler de l'incident. Et en fait, donc, cet atelier m'a sauvée parce que le fait d'avoir été obligée d'en parler parce que je n'ai pas pu me contenir dans l'atelier en question, il y a eu une confrontation et c'est ce qui m'a permis, moi, de mettre enfin un point final à cette histoire et à passer à autre chose, en fait. Même quand l'autre partie ne reconnaît pas ses torts, parce que je ne vais pas mentir, hein, ça s'est pas passé waouh, merveilleux, on m'a dit pardon. Non, on ne se souvient pas d'avoir dit ces mots-là, enfin voilà. Et ça n'a pas posé un problème que la personne ne le reconnaisse pas? Oui et non, parce que je m'y attendais un petit peu, parce que c'était, il n'y a pas. Pour une personne qui est accusée de ce genre de choses, être accusée de racisme est quelque chose d'invivable. Les gens s'effondrent. C'est presque moi qui demandais pardon à la fin de l'entretien. Donc,
C'était quand même très particulier. Mais grâce aux ateliers, j'étais préparée à ça. En fait, dire à un raciste qu'il est raciste, c'est terrible. C'est la fin du monde. La personne vous regarde en disant « Mais c'est pas possible, comment tu peux penser ça de moi ? Mais on a un très bon rapport. » Voilà, on était plutôt dans ça. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai exprimé ce que ça m'avait fait pendant autant de temps. J'ai aussi dit, quel serait mon intérêt d'inventer une histoire pareille ? Bon, voilà. Que ça m'ait marqué moi, de façon précise, et pas elle, c'était normal. Donc, 2 ans après, voilà, on m'a reproché de ne pas l'avoir dit tout de suite aussi. Et donc voilà, je crois vraiment que le fait d'avoir été informée sur ce que ça peut faire de part et d'autre et ce que ça crée, eh bien, ça m'a permis d'accepter cet échange qui n'était pas forcément productif, mais qui, moi, m'a guéri. Donc, c'était finalement le plus important. Et ces ateliers ont ouvert le dialogue sur pas mal de choses et de problèmes qu'il pouvait y avoir au sein des équipes avec lesquelles je travaille. Donc, c'était très positif à ce niveau-là. Les gens font maintenant plus attention à ce qu'ils disent et à la manière dont ils le disent, ce qui est très important. Parce que j'ai quand même dit à certains collègues que je ne me voyais pas en train de pointer du doigt ce qui, moi, me semble différent ou bizarre chez eux, juste parce que, en fait, je n'aime pas faire souffrir les gens et que ce n'est pas une façon de faire. Et que je me demandais pourquoi est-ce que cette question-là n'était pas posée dans le sens inverse. Je dis, c'est particulier quand même. Mais parce que, comme vous disiez, c'est structurel. Et en fait, ça a toujours été. Et il faut changer cette manière de vivre et de faire et de se parler les uns les autres, etc. Ce n'est pas juste que moi, je dois, moi et tant d'autres, rentrer chez moi le soir en me disant « Mince, quoi, je dois y retourner demain. Ouf, j'espère que j'aurai le courage et que... » Voilà. Je veux dire, ça va pas. Pourquoi je dois travailler dans des conditions comme celle-là alors que je ne le mérite pas plus que mes collègues marocains, algériens, chinois. Enfin, je veux dire... C'est quelque chose qu'il faut sortir de la tête des gens, que c'est normal parce qu'on n'est pas chez nous, qu'on doit subir des attaques insidieuses tous les jours. Non. Et je crois qu'en fait, malheureusement, pour combattre tout ça, ça se passe à un autre niveau. Il faut que les structures fassent quelque chose, que les hiérarchies entrent dedans et que ce soit dit et redit jusqu'à ce que ce soit intégré. Parce que sinon... les enfants de mes enfants et ainsi de suite vont continuer à subir ce racisme structurel insidieux, permanent, quotidien, et ce n'est pas vivable en fait. Vous écoutiez Inspiration, le nouveau podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Pour en savoir plus sur le sujet, retrouvez notre article Malade du racisme sur enmarche.be. À bientôt.